Guillaume Erner. Voici donc ce nouveau Premier ministre, Michel Barnier. On va tenter de vous décrire qui il est, dans quelle tradition politique il s'inscrit et puis dans quelle mesure il peut composer, recomposer le jeu politique, ce jeu politique que vous savez parfaitement troublé depuis la dissolution. Nous sommes en duplex avec Brice Teinturier, bonjour. Bonjour. Brice Teinturier, vous êtes politologue, directeur général délégué d'Ipsos France. Notre camarade Astrid de Vilaine. Bonjour Astrid. Bonjour Guillaume, Vous bonjour à êtes toutes et à tous. productrice de l'émission Sens Politique sur France Culture, bien sûr. Arnaud Tessier, bonjour. Vous êtes historien et essayiste. Vous êtes un bon connaisseur de la droite puisque vous avez beaucoup écrit sur cette droite française et notamment cette droite qu'on qualifie de gaullisme social qui était représentée, incarnée même par Philippe Séguin que vous avez bien connu, mais vous êtes aussi intéressé à Richelieu et puis à Charles de Gaulle puisque vous publiez L'angoisse et la grandeur chez Perrin. Et ma camarade Catherine Dutu, justement, a employé ce terme de gaullisme social qui revient au sujet de Michel Barnier. J'aimerais savoir, Arnaud Tessier, qu'est-ce que ce terme vous inspire? Peut-être d'abord le définir. Qu'est-ce que le gaullisme social? Le gaullisme, j'ai envie de dire, le gaullisme est par nature social. Je suis toujours un peu inquiet quand j'entends l'adjectif, parce que toute la pensée de De Gaulle et sa conception des institutions, qui n'est pas seulement une conception politique, c'est pas seulement les rapports entre les pouvoirs constitutionnels qui intéressaient De Gaulle, c'était aussi la civilisation que représente la démocratie et donc une forme de constitution sociale. Pour lui, la dimension sociale est une dimension à part entière de la politique et de la conception du destin français. Donc tout gaulliste devrait être social par définition. Mais c'est vrai que beaucoup l'ont oublié. Je pense que ça suppose l'adhésion à une certaine conception du travail, du statut du salarié, des droits du salarié. Également, c'était très important pour De Gaulle, également une certaine conception de la solidarité, de la protection sociale, du système de protection sociale, et au rôle modérateur et au rôle actif même de l'État. Donc je pense que c'est selon ces critères qu'on peut définir un gaulliste social. Effectivement, de ce point de vue-là, Philippe Séguin était un petit peu une sorte de prototype qui n'a pas beaucoup été égalé. Et donc régulièrement, ça revient. Je crois que Jean Castex aussi, quand il était nommé Premier ministre, on disait que c'était un gaulliste social. Voilà, donc la question de savoir si on est gaulliste. Ensuite, gaulliste social, ça devrait aller de soi. Alors, Michel Barnier. Bah écoutez, je ne sais pas, je ne me sens pas non plus légitime pour définir ou pour coller des étiquettes. Mais il me semble que Michel Barnier s'inscrit dans une tradition qui est celle du post-gaullisme ou du gaullisme à la Chirac. C'est quand même cette génération-là, les gens qui ont gouverné C'est la social, France. ça? Comment C'est social, ça? Par éclipse. De temps en temps, Astrid de Vilaine. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit encore, mais Xavier Bertrand aussi. Le gaullisme social, moi, dans ce que j'ai pu voir chez les politiques récents, ce sont des gens de droite qui font attention aux catégories populaires. C'est comme ça que je le définirais très rapidement. Et c'est vrai qu'hier, dans la première déclaration de Michel Barnier sur le parvis de Matignon, on a entendu des mots qu'on n'entendait plus trop dans la bouche des macronistes. Je pense aux mots injustice, au service public, au niveau de vie, aux personnes modestes, aux solutions qui viennent du bas. Hier, j'ai trouvé que c'était une passation vraiment du nouveau monde d'Emmanuel Macron incarné par Gabriel Attal à l'ancien monde. Parce que Michel Barnier, il est l'inverse de tout ce que le macronisme a produit de ces dernières années. Il a commencé à 22 ans sa carrière, il a gravi 22 tous ans, les... c'était en 73. Ouais, il a 73 ans lui-même, conseiller général à 22 ans de la Savoie. C'est quelqu'un d'ancré dans un territoire, ce qui a beaucoup manqué au macronisme. Il a été député de la Savoie, président du conseil général, aujourd'hui on dit départemental de la Savoie, plus jeune aussi. On a entendu quelques leçons aussi qu'il a pu donner à son prédécesseur Gabriel Attal en disant attention d'être un Benjamin, j'en sais quelque chose, ça passe vite. Donc je pense qu'on tourne une page en fait du macronisme avec cette nomination. Donc vous nous l'avez dit, c'est un homme politique d'expérience, c'est un homme politique qui a exercé de nombreuses fonctions, il a connu en effet de nombreux gouvernements, c'est également quelqu'un qui a fait ses armes à Bruxelles, Astrid de Vilaine, et qui a donné l'image, alors dans la presse aujourd'hui, il est qualifié de négociateur, d'homme consensuel. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, c'est évident que moi, j'ai pas suivi de près les négociations du Brexit, mais tous les observateurs, les journalistes qui étaient à Bruxelles à ce moment-là, les commentaires sont dithyrambiques sur la façon dont il a pu négocier, dialoguer avec ses partenaires, aussi bien au Royaume-Uni jusqu'à Viktor Orban et aussi en France. Clément Beaune l'a dit, ministre des Affaires européennes, qu'il avait fait un travail extraordinaire. Donc, il a ces qualités-là de dialogue. Et d'ailleurs, on sent bien, à travers les quelques termes dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il veut essayer de entre guillemets, draguer, aller chercher toutes les composantes de cet hémicycle morcelé, fracturé en 3 blocs. Et c'est là que ça va être très, très difficile parce qu'il y a une chose aussi, c'est que ça fait longtemps que Michel Barnier, qui est quelqu'un de très mesuré, très nuancé, très ancien monde, heu, n'est pas revenu sur la scène politique française qui a beaucoup changé depuis les années, Chirac qu'il a pu connaître et qui est très tendue. On voit bien la position du nouveau Front populaire qui est uni pour l'instant contre lui avant même qu'il ait pu, prononcer une phrase. Alors, vous On dites voit bien le RN qui est en position d'arbitre. Donc, est-ce que ces qualités-là vont-elles suffire? Est-ce que chacun va jouer le jeu? Ça, c'est vraiment moins certain. Alors, vous dites, cela, mais malgré tout, il y a eu une entorse à cette forme de modération que vous décrivez, Astrid. C'est, lorsqu'il a décidé en 2021 de se présenter à la primaire des Républicains pour devenir donc candidat à l'élection présidentielle. Là, son discours n'était pas du tout mesuré. Ah oui, il a affiché une forme de droitisation. Il a très vertement critiqué aussi l'Union européenne, notamment sur la politique migratoire. Il a proposé, et c'est pas rien, c'est une proposition qu'aurait pu ou a déjà pu faire le Rassemblement national, un moratoire de 3 ans sur l'immigration, de remettre en cause l'AME. Et c'est sans doute aussi tous ces signaux-là à l'extrême droite qui ont pesé dans la balance pour le choix d'Emmanuel Macron, puisque Marine Le Pen, c'est la seule personnalité à ce stade qu'elle a dit, sur laquelle elle a dit visiblement au président et même à peu près publiquement qu'elle ne le censurerait pas. Et c'est ça aussi qui pose problème dans la séquence, alors même que toutes ces composantes-là, à commencer par le Bloc central et Emmanuel Macron, ont fait front républicain contre le RN. Ça, je pense que Brice Teinturier nous le dira, mais les Français, je ne sais pas comment ils vont analyser ce revirement. Justement, question difficile avant que je pose d'autres questions difficiles à Brice Teinturier et Astrid de Villaine. Est-ce que vous pensez que la manière dont il a ménagé le RN témoigne, je ne sais pas, d'un ethos, d'une forme de comportement? Ce serait quelqu'un, dit-on, de courtois, qui aime ménager les uns et les autres, ou bien d'un calcul? Emmanuel Macron ou Michel Barnier? Michel Barnier, pardon. Je pense qu'il n'a pas le choix quand on regarde les forces, à l'Assemblée. Le premier groupe, c'est le RN. Oui, mais il ne savait pas auparavant qu'il allait devenir... Ah, vous voulez dire par rapport à son discours de 2021? Non, je pense que là, il faut se remettre dans le contexte de la primaire, des Républicains de 2021, où il y avait une extrême droitisation du débat. D'ailleurs, heu, la le fait qu'Éric Ciotti rejoigne Marine Le Pen, ces derniers temps, ce n'est que la conséquence de ça. Rappelez-vous la phrase prononcée par Valérie Pécresse, centriste parmi les centristes à droite, au meeting de 2022 au Zénith, quand elle dit le mot «grand remplacement». Donc toute la droite à cette époque-là était entre guillemets, en mode extrême droitisation. C'est gaulliste, ça, mon général Arnaud Tessier? Quoi donc de... Cette forme de droitisation, cette forme de discours, qui, je ne sais pas quel terme employer, ou bien, silencieux ou bien accommodant par rapport, au RN. Car c'est dans mes souvenirs, le Rassemblement national n'a pas toujours été gaulliste. Non, ça, les origines historiques du Rassemblement national ne brillent pas par leur gaullisme militant, c'est vrai. Quand on pense en particulier à Jean-Marie Le Pen. On peut observer quand même que dans le discours de Marine Le Pen depuis quelque temps, il y avait la volonté de se présenter, c'était très sensible pendant l'élection de 2022, comme incarnant une certaine fidélité aux institutions de la Ve République. C'était intéressant de la voir revêtir un petit peu cette toge face à Emmanuel Macron qui s'en écartait, ou qui en tout cas donnait l'impression de s'en écarter, enfin, avec par exemple la prise de position sur la proportionnelle, qui alors pour le coup une manifestation d'hostilité profonde au principe du gaullisme et de la Ve République. On change de registre. Brice Teinturier, le fait, qu'Emmanuel Macron ait finalement opté pour, Michel Barnier, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui scrutez attentivement l'électorat? Bien déjà que c'est l'acte final du dépassement du clivage gauche-droite qui était voulu par le candidat Macron
de 2017. On a eu tout au long de son quinquennat et du début de son second quinquennat, cette évolution de plus en plus vers la droite, tant dans la politique menée que dans la sociologie de son électorat. Et là, avec la nomination d'un troisième Premier ministre issu des rangs LR, la différence étant quand même que Édouard Philippe et Jean Castex avaient rejoint Emmanuel Macron, alors que là, c'est Emmanuel Macron qui vient chercher et nommer un Premier ministre issu des rangs LR. Là, on parachève une évolution qui est une évolution lente mais régulière, et qui va vers la droite. Donc ça, c'est le premier point. Le dépassement du clivage gauche-droite, c'est terminé. C'est un peu paradoxal au moment où, précisément, il faut avoir quelqu'un capable de négocier, de passer des compromis et de rassembler. Mais je pense qu'il y a un point sur le macronisme qui est important. L'autre élément, avant d'en venir peut-être à Michel Barnier lui-même et à la façon dont il peut être perçu, c'est du côté de la gauche. La gauche crie à la victoire volée. D'abord, ce n'était pas une victoire tout de même. C'est la coalition de gauche qui était arrivée en tête. Mais on ne peut pas dire qu'elle avait gagné non plus les élections. Mais si rapt il y a eu, en tous les cas, le Parti socialiste et Olivier Faure y ont aussi contribué en refusant toute solution de type Bernard Cazeneuve. Et puis du coup, quand on a cette nomination maintenant de Michel Barnier, d'abord je crois que ce qui est intéressant et qui rejoint à la fois ce qu'a dit très justement Arnaud Tessier tout à l'heure, c'est qu'on a bien un personnage qui a une empreinte, alors du gaullisme social, et ça pourrait être donc redondant, mais qui est sensible à ces dimensions, qui est véritablement à l'écoute et à la recherche du compromis, qui a de la considération. Je pense que le terme, c'est qu'il a de la considération pour les personnes. C'est pas un clivage peuple-élite. Et il a véritablement de la considération pour les personnes, d'où qu'elles viennent. Ça tranche d'ailleurs, je crois qu'on le verra, avec la verticalité et le reproche d'arrogance qui était fait au président de la République. Et puis maintenant, d'un point de vue politique, oui, il y a eu une infection, et vous l'avez dit également, au moment de la primaire, sur un certain nombre de thèmes. Et là, c'est l'autre face de Michel Barnier, qui est un homme d'abord qui a été candidat à la présidentielle, ce qui veut dire qu'il a suffisamment de confiance en lui pour estimer qu'il pouvait apporter quelque chose de spécifique. Mais c'est aussi un homme profondément de droite. C'est un vrai LR, assez classique, assez conservateur sur un certain nombre de dimensions. Et je crois que ce Il a mélange... refusé la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît... Oui, tout à fait. Voilà, ça paraît. Voilà. Mais à une époque, il incarnait une forme de modernité à droite, par exemple sur les thèmes de l'environnement, de l'écologie, etc. Et puis, il est aussi capable d'incarner le versant beaucoup plus conservateur, beaucoup plus classique de la droite française. Mais sans aucune morgue, simplement il a cette double caractéristique, je crois, et elle peut évidemment lui servir dans la période actuelle. Bien Alors sûr. maintenant, on dit qu'il serait otage du Rassemblement national. Je crois qu'il n'est pas otage. C'est un homme qui d'abord est achevé, est construit, a été candidat, donc il ne s'en laisse pas compter non plus. Mais il est vrai qu'il dépendra du Rassemblement national, mais peut-être pas que du Rassemblement national. Il peut y avoir, et on l'a peu dit, je trouve, depuis hier, également, venant de l'aile gauche de la Macronie, venant de Renaissance plus que d'Horizon ou du Modem, il peut y avoir 10, 15, 20 députés qui ne seront pas totalement alignés parce qu'ils seraient dans l'ex-majorité présidentielle. Donc le travail de Michel Barnier consistera à être capable de ne pas susciter une motion de censure de la part du RN qui serait conjointe à celle qui serait déposée par la gauche, mais Eh également oui. au sein d'une partie de Renaissance. De suivre cela. Ah, Arnaud Tessier, c'est étrange quand même parce que aujourd'hui, donc, on évoque cet homme qui a de la considération pour les individus. Quand on lit votre Charles de Gaulle, le livre que vous publiez chez Perrin, de Gaulle avait une considération variable pour les individus. Il lui arrivait d'être cassant. Il aimait beaucoup la France. Parfois, je me demande s'il aimait vraiment les Français. Et parfois, ceux-ci étaient des veaux pour lui. Non, il mettait la France au-dessus des Français, parce qu'il considérait que les Français de l'instant T ne résumaient pas la substance de la France. Donc, mais non, De Gaulle, en fait, on s'en rend compte, était indulgent vers les hommes, parce que quand on lit les mémoires de guerre, les mémoires d'espoir, ses déclarations, il trouvait souvent des excuses aux hommes politiques. Il considérait que c'était le système qui était mauvais. Et donc, pour lui, le
c'était un moraliste, et il avait lu les moralistes du XVIIe siècle, et il pensait que la nature humaine était faible, que c'était sa nature. La nature humaine était faible, que l'homme était faible, et donc qu'il fallait combattre la faiblesse naturelle de l'homme en donnant des institutions solides. Et bien, je crois que c'est le grand sujet d'aujourd'hui. Comment ne pas confondre ce qui est une crise politique avec une crise de régime? Comment retrouver l'esprit des institutions et la bonne pratique des institutions, parce que c'est cela que De Gaulle nous a légué, pas seulement De Gaulle d'ailleurs, mais ceux qui ont fait la Constitution avec lui, c'est-à-dire des hommes politiques de la 4ème République qui ne voulaient surtout pas revenir au travers du défunt régime. Et donc, à mon avis, la question institutionnelle va être très importante. On va en reparler. Nous allons évoquer donc cette arrivée de Michel Barnier à Matignon. Nous allons voir aussi ce que ça signifie, Astrid de Villaine, le fait que la gauche ne gouverne pas, ne soit pas nommée à Matignon. Et puis on verra avec vous, Brice Teinturier, ce que ça signifie que de nommer un Premier ministre de droite dans une Assemblée nationale aussi éclatée. Je rappelle votre De Gaulle, Arnaud Tessier, L'angoisse et la grandeur, qui paraît aux éditions Perrin. Il est 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voici donc ce que l'on nomme un négociateur à Matignon, Michel Barnier. Nous sommes en compagnie d'Astrid de Villaine, notre camarade, journaliste politique, Arnaud Tessier, qui a notamment publié un Charles de Gaulle, L'angoisse et la grandeur chez Perrin, mon camarade Jean Lémarie, et puis Brice Teinturier en duplex. Que pensez-vous de ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, Brice Teinturier, avec, paraît-il, un sondage Ipsos qui évoque eh bien, ma foi, une certaine forme de désintérêt et même de réprobation du personnel politique? Alors c'est plus qu'une certaine forme de réprobation ou de désintérêt. C'est une vaste enquête qu'on a réalisée pour faire un post électoral et puis également poser un certain nombre de questions sur la situation actuelle, qui a été réalisée à la toute fin du mois de juillet, au début du mois d'août. Donc quand on était encore dans la parenthèse enchantée des JO et quand il n'y avait pas, a priori, une exaspération, voire une colère grandissante à l'égard du fait qu'il n'y avait pas encore de gouvernement. Et malgré cela, nous avons 85%, excusez du peu, de Français qui portent un jugement négatif sur le personnel politique en disant qu'ils ne se préoccupent pas, qu'ils ne tiennent pas compte des préoccupations des Français. Et on avait toute une série d'indicateurs de défiance à l'égard de la nouvelle Assemblée nationale, de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, qui montraient effectivement une exaspération, et plus que cela, grandissante. Donc le risque, très justement pointé par Jean et Marie, c'est bien qu'avec la nomination en tant que Premier ministre de quelqu'un issu des rangs LR, alors que les LR n'ont que 47 députés, le risque, c'est le sentiment d'une forme de déni démocratique, qu'on ne tienne pas compte, à travers cette nomination, de ce qui s'est passé au moment des législatives et même également des européennes. À quand même un petit bémol près, c'est que moi je crois qu'effectivement, il fallait plutôt purger cette question de la gauche en nommant quelqu'un issu de la coalition qui était arrivé en tête, donc la coalition de la gauche. Mais encore une fois, c'était une coalition arrivée en tête, ce n'était pas une victoire non plus, et surtout, il faut être deux pour danser le tango. Et pour le coup, je crois que la gauche, et notamment au niveau du Parti socialiste, aura à s'interroger sur le fait qu'elle n'a pas voulu d'une solution de type Bernard Cazeneuve, qui supposait un certain nombre de compromis, qui n'était pas la gauche radicale dans sa pureté radicale, mais c'est ça le sujet en jeu. Est-ce qu'il fallait d'emblée, à partir du moment où l'hypothèse Lucie Castet, à partir du moment où tout le programme, et rien que le programme, n'était pas quelque chose de politiquement admissible ou jouable, est-ce qu'il fallait camper sur cet Aventin ou accepter à minima qu'un Bernard Cazeneuve, que le chef de l'État était prêt à nommer, semble-t-il, puisse, comme Michel Barnier aujourd'hui, eh bien, composer un gouvernement. Et ensuite, c'était au Parlement de décider et de voir s'il y avait, en fonction de ce qui était proposé, des majorités possibles ou pas. La gauche socialiste, notamment, a écarté d'emblée cette hypothèse. Donc oui, il peut y avoir dans le pays un ressentiment très profond des électeurs du RN, du bloc de gauche, même d'une partie du bloc central, mais il y a aussi eu ce jeu, et je pense que ça fera partie de l'auto-analyse que doit faire la gauche de sa propre stratégie. Astrid de Et Villaine. que les Français l'ont vu, cela.
Astrid de Vilaine. Oui, je pense que l'hypothèse Barnier, qui est quand même une forme de surprise, est un coup habile du chef de l'État à très court terme. Mais qu'en effet, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est sur le long terme qu'il faudra voir les conséquences de ce choix-là. Parce que là, ça donne le sentiment que c'est le RN qui est en arbitre des élégances, alors que la «cartouche» entre guillemets Lucie Castet aurait pu être utilisée par le chef de l'État au début de l'été. Il ne l'a pas fait pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne voulait pas que la gauche détricote son programme par décret, ce que Lucie Castet aurait très bien pu faire, notamment la réforme des retraites, à laquelle il est attaché. Et c'est là où je pense qu'en profondeur, c'est plus de 80% des Français qui n'en peuvent plus de la politique depuis bien longtemps. Je pense qu'on peut au moins le remonter à 2005 et à ce référendum qui n'a pas été respecté par la suite. Peuvent être déçus, c'est un mot faible, dégoûtés, c'est plutôt ce qu'on entend sur le terrain. Arnaud Tessier. Je pense que tout est un peu biaisé parce qu'on pose le problème sur un plan parlementaire, alors que nous sommes dans un système qui n'est pas un système présidentiel, qui a une dimension parlementaire forte, mais où l'impulsion, où la source d'énergie première, c'est la personne présidentielle, c'est l'institution présidentielle. Or, c'est quand même là que le sujet se pose, parce que malgré tout, Emmanuel Macron a été réélu en 2022, mais dans la suite de l'élection, les Français n'y ont pas donné de majorité, ce qui était quand même nouveau. Et puis, il y a eu une sorte de désaveu, il l'a bien interprété comme cela, avec les élections européennes, et le désaveu était confirmé. Donc, je pense qu'il y a un problème de lien de confiance entre le peuple français et le chef de l'État, qui n'a pas été réglé comme il pouvait l'être dans la tradition de la Ve République, par exemple, de grandes questions engageant l'avenir du pays, auxquelles on procède par référendum. Il ne faut pas oublier que le référendum est dans la nature même de la Ve République. C'est l'autre moyen, c'est l'autre lien avec le peuple, avec la souveraineté nationale. Il y a l'élection des députés, il y a le référendum. On ne fait plus de référendum depuis 20 ans. Donc il y a un problème de lien, de confiance entre le chef de l'État et le peuple français qui l'a élu. Et à mon avis, c'est ce qui biaise la question de l'absence ou de majorité parlementaire. Quand même, le nœud du problème, c'est 2022. Il est réélu, mais on ne lui donne pas de majorité, ce qui n'était pas du tout dans la tradition de la Ve République. Jean Lémarie. Comme si quelque chose n'était pas purgé et depuis longtemps. On le sait, c'est de cet ordre-là et l'amertume que nous décrivons, ou la colère, le mécontentement qui s'exprime et qui sont très largement ressentis, je crois, dans le pays, procède aussi de cela. L'impression que les choses ne sont pas purgées, que les scrutins s'enchaînent, avec quelquefois des résultats très compliqués. Encore une fois, il faut le dire et le redire, la donne parlementaire là est extrêmement compliquée. Mais tout de même, les choses ne sont pas purgées, les leçons ne sont pas tirées et les électeurs s'en souviennent. Mais alors là, Brice Teinturier, justement, il va falloir arriver à des situations assez paradoxales, puisque on a entendu pendant toute la campagne des législatives un certain nombre de partis se coaliser contre le Rassemblement national, et au final, on a un Rassemblement national qui va devenir arbitre des élégances. Oui, c'est d'une certaine manière la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle on va se trouver dans les mois à venir, surtout Michel Barnier. Mais je voudrais revenir justement sur ce point souligné par Arnaud Tessier et à l'instant encore par Jean Lémarie. L'objet de la colère, c'est le chef de l'État. C'est l'amertume, le sentiment, là, depuis quelques années, qu'il n'écoute pas les Français et qu'il aurait pu soit procrastiner, soit biaiser à travers ces nominations, elle affecte le chef de l'État. Donc, si ça se passe mal, dans les semaines à venir au Parlement, à un moment donné, ça a déjà un petit peu commencé, la question qui va être posée, qui va monter, c'est dans quelques mois, quand on pourra redissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, il faudra faire un doublé. Et c'est là où l'enjeu, il est, je crois, très important. Il faut qu'il y ait suffisamment le sentiment dans le pays, c'est la responsabilité aussi de Michel Barnier, que non, il ne s'agit pas d'une duplicité, que la politique qui va être menée n'est pas dans la continuité d'Emmanuel Macron, alors même, et c'est vrai, Astrid l'a souligné, que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était justement qu'on ne détricote pas sa politique, eh bien, il faut qu'il y ait le sentiment inverse. Et quand je dis le sentiment, des preuves, des gages, que non, on est bien dans autre chose. C'est ce qu'on appelle une cohabitation.
franchement, le débat sémantique sur la cohabitation ou sur la Ah, coexistence, je j'étais pas pense dans qu'il un débat, j'étais pas du tout dans un débat sémantique. Et ce que je voulais dire, c'est que politiquement. s'il Bien donne sûr. l'impression d'une continuité, si ça n'est pas une cohabitation, eh bien, Mais c'est effectivement, catastrophique. C'est catastrophique d'un point de vue d'opinion, parce qu'encore une fois, le sentiment des Français et ce qu'ils ont exprimé au-delà de la divergence des messages, ce qu'ils ont quand même exprimé à de nombreuses reprises et aux législatives, c'est qu'ils ne voulaient plus de cette politique. Alors, ceux qui n'en veulent plus ont des visions diamétralement opposées de ce qu'il faudrait faire. Mais il faut quand même partir du rejet des personnes et du contenu de la politique qui était rejeté. Et c'est ça qui se joue. Aujourd'hui, il faut à la fois donner des gages pour montrer aux Français qu'on ne les trompe pas, mhm. qu'il y a bien une autre politique qui va être mise en place. Et c'est pour ça que je pense que la réponse, au moins dans un premier temps, devait venir de la gauche. Mais encore une fois, c'est aussi la gauche qui ne l'a pas voulu et qui a rendu cet exercice impossible. Je pense, Astrid de Vilaine. je pense que pour l'instant, on a quand même quelques signaux très faibles d'une forme de non-continuité. Alors même que Gabriel Attal a intimé à son successeur de 40 ans, son aîné, de poursuivre sa politique qu'il avait commencée pendant 8 mois, je pense que Michel Barnier a clairement affiché, je le cite, des changements et des ruptures. Autre signal faible qui n'en est pas un, Emmanuel Macron a reculé sur un point qui lui était très cher jusqu'à encore il y a quelques jours, la nomination du directeur de cabinet de Michel Barnier. Michel Barnier le fait savoir en ce moment aux journalistes, entend bien nommer son propre directeur de cabinet. Autre évolution qui est très nouveau en Macronie, vraisemblablement c'est Politico qui nous l'apprend ce matin, les conseillers communs entre Matignon et l'Élysée pour plus de fluidité ne seraient pas renouvelés. L'Élysée, vous savez, c'est les rois du marketing, parle maintenant de coexistence exigeante. Donc, c'est après le mot coalitation, qui était une forme de mélange de cohabitation et de coalition, on aurait ce terme, mais c'est pas inintéressant sur le plan politique. J'ajoute une dernière chose, Michel Barnier et son expérience de terrain en Savoie, avec cet hommage qu'il a pu rendre aux gens modestes, comme il l'a dit, je pense va peut-être renouer aussi avec une autre chose que le macronisme a oublié, les corps intermédiaires. Il a cité les élus locaux, il a cité les partenaires sociaux, il a même parlé des associations en promettant un geste. Ce sont des tout petits bougets et on verra quelle marge de manœuvre il a, alors que la seule chose qu'il attend sur son bureau aujourd'hui, c'est de boucler le budget de l'État et de faire des économies. Mais voilà quelques différences. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Tessier? Oh, la coexistence exigeante, ça fait penser à l'indépendance dans l'interdépendance d'Edgar Faure. Oui, ça c'est certain. Moi, je pense que tout le monde est d'accord. Je crois, il me semble, tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça que certains colibés apparaissent déjà un peu dépassés, pour dire que Michel Barnier ne sera pas un mou ou quelqu'un qui se laissera aisément manipuler. Donc oui, pour reprendre l'idée de la cohabitation... Ça dépend par qui, parce que, encore une fois, il va vivre sous la menace d'une censure, et si je vous ai bien suivi, d'une censure du RN. Oui, mais vous savez, d'abord, il connaît bien l'Assemblée, il connaît bien le milieu politique, il sait très bien que le RN n'a aucun intérêt à provoquer de crise politique majeure avant l'éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée Pourquoi nationale. Parce que on se retrouverait dans une situation, comme le président ne peut pas dissoudre, le Rassemblement national donnerait l'impression d'être le fauteur de troubles qui rend le pays ingouvernable. Je pense que pendant un an, il me semble que pendant un an, Michel Barnier doit être, sinon tranquille, du moins peut gouverner avec les coups des franches. Mais alors pourquoi la gauche se permettrait-elle, puisque la gauche annonce qu'elle va déposer une motion de censure, pourquoi celle-ci se permet-elle ce que l'extrême droite, le RN, ne se permettra pas? Parce qu'elle n'est pas comme le RN en quête de reconnaissance ou de légitimation. Jean Lémarie. Je voudrais qu'on s'arrête juste un instant sur un point qu'Astrid commençait à évoquer, une carte que Michel Barnier va certainement mettre en avant, qu'il a commencé à mettre en avant hier soir, en se distinguant très largement, et c'était brutal pour le dire simplement, de Gabriel Attal, du Premier ministre sortant. C'est la méthode politique, la manière de faire de la politique et de le faire savoir aux Français surtout. Là aussi, il s'agit peut-être de marketing ou pas, on verra. En tout cas, il a prononcé plusieurs fois le mot humilité, le mot respect. Or, vous ne l'ignorez pas, le principal reproche adressé dans les enquêtes d'opinion, et pas seulement là, au président de la République et au camp présidentiel, c'est une forme d'arrogance. Précisément dans la manière de faire de la politique ou de faire savoir qu'on fait de la politique. Chez Michel Barnier, c'est le contraire exactement. Cette carte-là, la manière de faire de la politique,
il ne faut pas le négliger. C'est très important aussi dans le ressenti des électeurs et des électrices. Brice Teinturier. Oui, Astrid de Villaine et Jean Marie ont raison d'insister sur les petits signaux qui montrent qu'il y a des choses un peu différentes qui sont en train déjà de se mettre en place, que la méthode, ça peut jouer, mais le bémol que j'introduirai, c'est que pour les Français, ça va se jouer sur d'autres marqueurs, des marqueurs beaucoup plus importants. La méthode, c'est souvent, quand on parle de la méthode, c'est souvent pour préserver le contenu de la politique. Mais les grands marqueurs qui vont compter pour les Français, c'est un, est-ce qu'en termes d'incarnation, on retrouve les mêmes figures? Est-ce qu'il y a beaucoup ou pas de ministres qui étaient dans l'équipe précédente? S'il y en a beaucoup, je crains que cela soit catastrophique, que les Français aient vraiment le sentiment... Ça veut dire quoi? Ça veut qu'il y a dire une qu'il va continuité. falloir changer les têtes, Brice Oui, Teinturier? ça veut dire qu'en termes d'incarnation, il faut que Michel Barnier, de mon point de vue, montre aux Français que ce n'est pas la continuité du précédent quinquennat. Et puis ensuite, sur le contenu de la politique. Et là, les grands marqueurs, quels sont-ils? La question des retraites, c'est un symbole pour les Français. Vous en avez d'autres, mais celui-là, c'est un symbole. Ça veut dire quoi La- là aussi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il abroge cette réforme des retraites parce que Pas celle-ci... forcément. Et Parce que vous voyez bien là aussi la situation paradoxale, c'est que Michel Barnier, dans mes souvenirs, était favorable à une retraite à 65 ans. tout à fait. Et Donc à une réforme plus dure encore. Alors Brice Teinturier, je vous pose la absolument. question. Et le pays est sous contrainte aussi financière et sous observation externe, etc. Et cette question des retraites est essentielle pour Emmanuel Macron. Donc on imagine mal un Michel Barnier, évidemment, abrogeant la réforme des retraites. Mais il peut y avoir un chemin un petit peu intermédiaire. Il peut y avoir non pas l'abrogation, mais malgré tout la réouverture sur un certain nombre de modalités, de points, de la pénibilité, un dialogue avec les partenaires sociaux. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un marqueur important et que si rien n'était fait sur quelques points comme ça cruciaux pour les Français, même avec une méthode différente, moins arrogante, plus dans l'écoute, plus dans la considération des personnes, même avec des changements de directeur de cabinet évidemment, de conseillers, etc., cela ne suffirait pas à donner le sentiment qu'il faut donner aux Français qu'il y a bien un message malgré tout qui a été entendu depuis les législatives. J'aimerais également qu'on revienne sur ce que vous avez dit, sur le fait que Michel Barnier donnait la sensation d'écouter, de ne pas être arrogant, de ne pas être vertical. Arnaud Tessier, vous êtes historien, vous avez écrit sur de nombreux personnages de l'histoire de France. Moi, à chaque fois, ça m'étonne. Emmanuel Macron a aujourd'hui l'image d'un président extrêmement arrogant, coupé des réalités. Mais en fait, les grands personnages de l'histoire de France, à commencer par De Gaulle, puisque j'ai en face de moi votre Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin, étaient des personnages qui étaient extrêmement cassants, verticaux. François Mitterrand était incroyablement cassant, d'un grand mépris. Philippe Séguin pouvait avoir des colères extrêmement fortes et montrer une forme de supériorité. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il voulait qualifier ses adversaires politiques. Alors vous en citez plusieurs. Bon, J'irai pas jusqu'à Richelieu. De Gaulle et Philippe Séguin, par exemple, prenons. Oui, mais jamais. Philippe Séguin, on le sait, avait un caractère extrêmement difficile. Il n'était pas porté naturellement vers le contact avec les gens, mais on sentait qu'il les respectait. Lorsqu'il était élu en 78 dans une circonscription de gauche marquée par l'effondrement du système Boussac, il est allé dire la vérité aux ouvriers. Il leur a dit c'est fini le système Boussac, il va falloir qu'on trouve autre chose, etc. Il leur a dit la vérité, il était élu. Donc il donnait le sentiment de les respecter. Et De Gaulle, c'est la même chose. Et De Gaulle donnait le sentiment de respecter les Français tout simplement parce qu'il leur posait souvent une question importante, des questions sur ce qu'il voulait faire, une question de confiance, et il a montré le respect suprême en démissionnant en 69, alors que personne ne les Mais contraignait. les Français abstraits, oui, mais les Français concrets, moi je songe par exemple à son discours face aux résistants, je songe à ce que disait Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Tout le monde avait une admiration folle pour De Gaulle, mais De Gaulle s'adressait à ces hommes comme si c'était, disons, des hommes de peu de poids. Non, parce que c'était la guerre, et il considérait qu'il servait une cause supérieure. Alors, il ne pouvait pas exactement se comporter de la même façon hors des périodes de guerre, comme c'était le cas dans les années 60, où il était chef de l'État. Et d'ailleurs, il a fait des efforts. Mais c'est vrai que De Gaulle maintenait une distance très forte, mais c'était un personnage hors norme. Mais même, justement, des hommes comme Philippe Séguin ou François Mitterrand maintenaient une certaine distance. Ça va frapper beaucoup. François Mitterrand n'était pas quelqu'un qui donnait envie qu'on lui tape sur l'épaule. Mais en même temps,
il donnait le sentiment de respecter les citoyens. C'est ça qui est important. C'est pas d'être aimé, mais c'est d'être respecté, de donner le sentiment qu'on respecte surtout ceux qui vous élisent. Astrid de Villene. Je trouve que Michel Barnier, hier, dans sa courte allocution, puisque Gabriel Attal a pris beaucoup de place avant lui, a eu un peu dans ces petites phrases à fleuret moucheté qu'ils ont échangées, a eu cette, je trouve, oui, et puis surtout cette forme de politique à l'ancienne, avec des phrases qui resteront. Quand il dit à Gabriel Attal, vous me permettrez d'ajouter ma propre valeur ajoutée, qu'il le recadre, comme ça rappelle un peu la Chiraki, c'est ce qu'on avait un peu perdu dans le macronisme, ou avec des ministres, pour le dire gentiment, parfois insipides. J'ajoute qu'il y a peut-être un mot qu'on n'a pas prononcé qui est important, c'est l'environnement. Michel Barnier, ça fait partie de son parcours depuis les années 90, ministre de l'Environnement en 93 sous Balladur. Il a écrit un livre en 1990, mais sans proposition pour l'environnement. Il a fait la loi Barnier. On va le ressortir à la bibliothèque. Oui, je l'ai déjà demandé. Il est en rupture, je vous préviens. Je vous le prêterai. Il a, dans cette loi Barnier qui pose quand même quelques fondamentaux du droit sur l'environnement, il naît aussi la Commission nationale du débat public, qui existe encore aujourd'hui, qui n'est pas inintéressante comme instance en termes de négociation, de dialogue. Et c'est pour ça que je pense que la gauche a peut-être commis une erreur de plus stratégique en se posant tout de suite, sans même écouter, que vont dire les électeurs de gauche si Michel Barnier fait quelques pas vers la gauche sur les inégalités sociales ou vers l'environnement. Jean Lémarie. Je rejoins Astrid. Une expression a retenu mon attention hier dans la bouche de Michel Barnier. Il a parlé de la dette financière, évidemment, énorme sujet, le budget, etc. Et dans la même phrase, de la dette écologique. La dernière fois que vous avez entendu un dirigeant à la tête de l'État parler de dette écologique, c'était quand? Brice Lalonde en 19... François Hollande. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un oubli de la Macronie, souvent l'écologie. Brice Teinturier, une conclusion. Eh bien que nous avons un Premier ministre qui est à la fois sous contrainte politique, mais pas immédiate. Je rejoins là aussi ce qu'a dit Arnaud Tessier. Ce n'est pas l'intérêt du Rassemblement national à court terme de provoquer le chaos. Donc il peut avoir un peu de temps politique à disposition. Il a des contraintes politiques, mais il a la possibilité aussi de tracer un chemin, même s'il y a ce risque, encore une fois, d'être considéré comme quelqu'un qui ne correspondait pas au message qui était sorti des urnes. Et donc, tout va dépendre de la composition, du gouvernement, et aussi de quelques marqueurs symboliques qu'il mettra ou pas suffisamment en avant. Sur l'environnement, on vient de le dire. Également, je crois vraiment sur le contenu de la politique économique, sur la question, par exemple, de la fiscalité des entreprises, etc. Mais que ce chemin-là n'est pas totalement impossible et que les Français, je pense, vont le mettre d'abord sous observation. Très vite, la colère peut revenir. Elle sera présente et elle est présente dans une partie de la population. Mais il devrait y avoir malgré tout une phase d'observation avant les jugements. Arnaud Tessier, un mot de conclusion. Je songe à l'historien que vous êtes. Vous avez écrit un Louis-Philippe également. Est-ce que l'on peut songer à cette période, la période que nous vivons, comme une période d'agitation, de tumulte, ou bien une forme de période qui restera une période de discussion politique et politicienne? C'est une crise politique liée à une confusion générale dont on a décrit un certain nombre de symptômes, des dénis, enfin un certain nombre d'éléments qui ont rendu le débat politique confus et les responsabilités confuses. Mais je ne voudrais pas, selon une expression un peu triviale, qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, et en particulier qu'en établissant la proportionnelle, on inscrive dans le marbre le désordre actuel qui est quand même très fâcheux pour la démocratie. Je renvoie à votre somme, Arnaud Tessier, Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin, et puis les autres livres que vous avez écrits, par exemple Philippe Séguin, parce que le gaullisme social, on en parle beaucoup, mais on le lit peu.